À la différence d'arts martiaux comme le judo ou le karaté, la boxe thaï reste encore un mystère aux yeux des Occidentaux. À la fois art millénaire vieux de 11 siècles et sport populaire moderne au même titre que le football au Brésil, à la fois discipline empreinte de spiritualité et véritable business mêlant usine à champions, paris sportifs et audience télé, à la fois sport très codifié mais qu'à tort on amalgame souvent à de la bagarre de rue, la boxe thaï est une discipline que nous avons du mal à appréhender. Nous avons donc demandé à un martégal d'adoption de nous éclairer. Fabrice Payen a en effet une certaine légitimité à nous parler du Muay Thai, le nom d'origine de cette boxe pas comme les autres, puisqu'il en a été champion du monde et surtout l'un de ces grands combattants occidentaux qui ont marqué l'esprit des Thaïlandais eux-mêmes. Il nous raconte son histoire hors du commun, digne d'un scénario de film. Si le combattant a quitté la compétition il y a maintenant une quinzaine d'années, l'homme n'a pas déserté la discipline. Déserté de toute façon, pas vraiment le genre du bonhomme. Il est aujourd'hui entraîneur dans un club martégal, le Muay Thai S Vorapin, et depuis, celui qui fut un guerrier sur le ring est devenu en dehors des cordes un sage impassible, comme ici avec l'un de ses protégés à l'occasion d'une compétition régionale à Marseille. C'est des boxeurs qui sont un peu brouillons, donc ne rentre pas dans le combat de n'importe quoi, tu vois. Fais pas du c'est brouillon, décalage. Tu fais pas brouillon. Il n'y a pas de brouillon, ça n'existe pas chez nous. D'accord? Mais t'inquiète pas, quoi, il faut pas que tu t'affoles, ok? On peut dire de Fabrice Payen qu'il baigne dans la boxe thaï depuis maintenant presque 30 ans. En fait, il serait plus juste d'affirmer que c'est la boxe thaï qui coule dans ses veines depuis 3 décennies, au point d'être devenue une partie intégrante de sa personne. Il suffit d'écouter son histoire pour en être convaincu. Il faut remettre un peu tout dans le contexte. Donc c'était en 1984, il n'y avait pas beaucoup d'occidentaux qui s'étaient installés là-bas. Donc moi c'est suite aussi, j'ai eu une adolescence un peu, on a eu tous une petite souffrance d'ado, quoi. Donc j'ai cherché un peu un chemin. Et un jour je suis rentré dans une salle de boxe où il y avait un paquet d'élèves qui tapaient au pao, au sac et tout. Et il y avait une énergie vraiment très asiatique. Donc déjà j'étais un fan de Bruce Lee à l'époque. Enfin, j'étais vraiment attiré par les sports de combat et les arts martiaux. Et donc voilà, je suis rentré, j'ai eu une reconnaissance que je n'avais pas dans la société sportive et sociale. J'ai décidé de découvrir vraiment la source où elle était, donc c'était la Thaïlande. Je suis parti en Thaïlande. Allez, oui! C'est bien, c'est pas grave. Protège-dents, enlevez le protège-dents. Et j'avais 17 ans. Donc ça a été pour moi une très très grande aventure. J'ai boxé pour les Thaïlandais et non pas pour la France, et je défendais les couleurs d'un camp thaïlandais. Donc j'avais les couleurs et le nom du camp thaïlandais, j'avais un promoteur thaïlandais. En plus, j'étais déjà sensiblement attiré par le bouddhisme, donc sans le vivre vraiment dans la pratique, mais j'avais toute cette attirance et il y avait une grande liaison entre la boxe thaï et le bouddhisme par rapport aux dévotions qu'ont les boxeurs dans leur protection, enfin bref. Donc j'ai été le premier occidental en 1988 à rentrer en classement du Rajadamnern, qui est un stade, on va dire, c'est vraiment le Parc des Princes à Paris ou le Stade Vélodrome à Marseille. C'est vraiment des grands stades où tous les grands champions sont passés. J'ai été jusqu'à la place de numéro 3 et de là après j'ai commencé aussi ma carrière en France. J'ai battu Dida Diafat, qui est une grande référence dans le Muay Thai français. Je suis devenu champion d'Europe face à lui. Après j'ai battu Joe Prestia aussi, qui est un acteur de cinéma maintenant, qui est très connu aussi dans le monde de pied-point. J'ai battu tous les Thaïlandais qui étaient en France, qui s'étaient installés en France. Et j'ai été champion du monde comme l'équipe de France en 1998. Et après j'ai préféré arrêter ma carrière parce que ça sert à rien d'en faire trop. J'ai fait 200 combats. Et avec 200 combats, Fabrice est probablement le Français qui a le plus combattu dans ce qui est le temple de la boxe thaï, au point, comme il vient de le rappeler, d'avoir été en 1989 classé 3e combattant de Thaïlande, sa plus grande fierté. Mais pour en arriver là,
Donc à l'époque, avec mon entraîneur, le compromis c'était s'il me trouve des combats, l'argent je le prenais pas. Donc je boxais gratuitement et l'argent allait au camp. Donc tout de suite ça fait tilt dans la tête des promoteurs, ils se sont dit tiens, il y a une petite poule aux œufs d'or peut-être qui va nous ramener des sous. Donc j'ai boxé mes 2 premiers combats sans prendre de prime et j'ai vu le camp changer, ils ont racheté des sacs, ils ont racheté des PAO, ils ont refait le ring. Donc ça fait qu'il y a eu cet intérêt financier aussi dès le début. Mais il y a aussi l'engagement de ma part physiquement où je m'entraînais plus que les Thaïlandais presque. J'ai vraiment pris à cœur cette aventure et je m'entraînais vraiment beaucoup. Et c'est ce qui a fait que les Thaïlandais ont vu en moi un courage et surtout un désir et une volonté de vouloir vraiment arriver à faire quelque chose très vite, quoi, avec un mental très dur parce que bon, il m'arrivait des péripéties, des blessures et tout et il fallait quand même continuer. Donc puis après il y a toute cette pression qu'on a derrière, il y avait la télévision parce que j'ai boxé à la télé en direct, donc il y a plein de choses qu'on fait que à cette époque-là il n'y avait pas de blanc qui boxait à la télévision thaï, donc j'étais reconnu dans la rue, les gens s'arrêtaient, les gens pariaient sur moi, donc j'ai fait gagner de l'argent, j'ai fait beaucoup gagner d'argent à tous les commerçants, des gens qui ont construit leur bar, qui ont monté leurs affaires grâce à des paris de boxe, donc j'étais dedans quoi. Et j'étais un guerrier quoi, je veux dire, bon, sans prétention, mais on m'appelait le tigre blanc exactement, parce que j'avais vraiment, autant dans la vie j'étais quelqu'un de très cool, qui n'avait pas du tout un brin d'agressivité ou de méchanceté, mais sur le ring j'étais transformé quoi, c'était un peu Dr Jekyll et Mr Hyde du Muay Thai, donc c'est vrai que je lâchais rien quoi, et j'avais vraiment des tactiques qui étaient très impressionnantes au niveau de la pratique. C'est surtout une grosse chance pour les élèves parce que on a du mal à imaginer, on est dans une époque qui est complètement différente, mais on a du mal à imaginer les sacrifices que Fabrice a dû faire pour arriver à ce niveau. Je pense que c'est difficile aujourd'hui pour un occidental d'imaginer ce qu'il a vécu, ce qu'il a souffert, les doutes qu'il a pu avoir, les belles victoires qu'il a remportées, donc c'est une chance inouïe. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans la région et en France qui peuvent se vanter d'avoir un ancien champion du monde comme entraîneur. Donc oui, c'est une vraie chance parce qu'il se sert au quotidien dans les entraînements de son expérience pour faire progresser, pour expliquer ce qui se passe ailleurs et justement pour inculquer cette philosophie de cet art martial qui est si particulier et si passionnant. Alors le premier combat, il s'est avéré que je me suis retrouvé à boxer à la télévision dans toute la Thaïlande. Et j'avais tellement peur parce que bon, en fin de compte, le matin à la pesée, j'étais un peu, j'avais tous les Thaïs qui venaient me voir comme si j'étais un peu un extraterrestre quoi. Ils me touchaient les muscles, ils me regardaient, le blanc, les cheveux, les poils, enfin c'était un truc de fou quoi. Et je me rappelle avoir fait un combat minable. Enfin j'ai perdu mon combat et quand je suis descendu du ring et mon entraîneur m'a assassiné en me disant ouais ça fait n'importe quoi, tu reboxeras plus, les mecs ils s'en foutent maintenant, ils vont même pas te rappeler et tout. Et à contrario, quand je suis parti, le lendemain je suis parti à Chiang Mai qui se trouve à peu près à 1000 km de Bangkok. Et quand je suis arrivé à Chiang Mai, j'étais hyper surpris que tous les taxis s'arrêtaient, me félicitaient, voulaient m'emmener gratuitement, visiter des trucs et tout, alors que pour moi, j'avais fait un truc minable quoi. Et donc j'ai perdu pas parce que le Thaïlandais était meilleur que moi, j'ai vraiment perdu parce que je l'ai laissé gagner et j'ai eu une grosse pression que j'ai eu du mal à aborder quoi. Ça a été vraiment très dur. Je me rappellerai toujours que j'ai même eu très mal aussi au niveau des hanches parce que j'ai pris des coups de genoux dans les flancs. Et après le deuxième combat, par contre, quand je suis revenu, j'ai gagné par KO, donc troisième round. Et après c'est parti quoi. J'ai eu vraiment une évolution rapide, très rapide. Déjà l'entraînement en Thaïlande est très dur parce qu'on se lève très tôt, il fait trop chaud là-bas, donc on est obligé de s'entraîner, on est obligé de se lever à 5 h, aller courir à 6 h. Et à 9 h entraînement du matin, le 9 h du matin l'entraînement est fini. Donc le matin c'est très physique, on travaille beaucoup le physique, le sac, le PAO, le corps à corps. Et l'après-midi, ce qui est encore plus dur, c'est que le cours a lieu à 15 h jusqu'à 17 h. Et là on est en pleine chaleur. Donc déshydratation, l'alimentation n'est pas la même. Donc c'est surtout ça et les petites blessures. Parce que comme il fait très humide aussi, dès qu'on se coupe, dès qu'on se fait une petite blessure au niveau du pied, sur le sac par exemple, ça a ripé, on s'est enlevé la peau. Si on ne soigne pas, ça s'infecte tout de suite. Donc il y a tout ce côté hygiène, on va dire, qu'il faut prendre vraiment à cœur. On ne peut pas laisser traîner une blessure. Et l'intensité de l'entraînement est très dure aussi. Et puis on s'entraîne avec des Thaïlandais, donc c'est des gamins qui sont dans les camps depuis l'âge de 10 ans.
Un Thaïlandais, sa carrière s'arrête entre 20 et 25 ans, il a fini de boxer, quoi. Mais c'est 6 heures par jour et 7 jours sur 7. Donc c'est des usines en fin de compte. Donc quand on arrive là-bas, nous on s'entraîne que le soir, on est en Occident, on a un travail, on est à l'école, on n'a pas du tout la même façon de s'entraîner. Donc c'est ça qui fait que la particularité est assez soutenue. À l'époque, il y a un film qui s'appelait Kickboxer qui est sorti avec Jean-Claude Van Damme et on voyait un tempo, un boxeur qui tapait dans les murs, qui fêlait les murs avec ses tibias. Alors les gens après sont arrivés dans la salle en croyant qu'ils allaient casser les murs. Donc le problème c'est qu'ils se sont cassés les tibias, quoi. Essaie de le contrer avec des coups de pied directs. Tu vois, petit coup de pied direct, tranquille, sans t'inquiéter. Il faut que tu les envoies bien, quoi, tu vois. Il faut que tu l'empêches de travailler. Il n'y a pas cet impact qu'on pourrait imaginer de tibia contre tibia, c'est-à-dire qu'il y a tout un processus d'absorption au niveau du blocage et au niveau de la frappe, on frappe dans des muscles, donc on ne frappe pas sur des os. Après, quand il y a un pet au tibia, on va juste taper au sac pour écraser un peu l'hématome, pour histoire que ça fasse casser un peu. Le but c'est de casser l'arête du tibia qui est toutes les terminaisons nerveuses. Quant à la violence, la boxe thaï n'est pas plus violente que notre sport. On prend plus de coups au foot ou au rugby. L'avantage de la boxe, c'est qu'on sait qu'on risque de prendre des coups, donc on fait tout pour se protéger. Et le but du jeu, c'est effectivement dans un combat, lorsqu'on juge un combat par exemple, il y a effectivement la personne qui attaque, mais aussi la personne qui défend, et ça c'est pris en compte dans une notation par exemple. Donc nous, on essaie vraiment de leur montrer comment attaquer, comment se défendre, mais il n'y a pas de violence. Il y a l'envie d'en découdre comme dans toute compétition, mais en dehors de ça, c'est une ambiance qui est très très saine, qui est très chaleureuse. Les boxeurs sont très respectueux les uns des autres, avant, pendant et après le combat. Puis après, il y a ce petit trou pendant le combat où chacun essaie d'être le meilleur, mais bon, c'est dans tous les sports, hein, de toute façon. Tous les sports sont dangereux, arriver à un haut niveau. Après, nous, on a les éducatifs, ils ont des casques, des plastrons, des coudières, des protèges tibias, c'est à l'assaut, à la touche, il n'y a pas de KO, il n'y a pas de coup porté. Dès qu'il y a un coup porté, l'arbitre, il met un avertissement, après, c'est disqualification. Après, plus on monte de niveau, plus on enlève les protections, mais plus on monte de niveau, plus on apprend à se protéger et à être efficace. Donc, il y a vraiment une évolution qu'il n'y avait pas avant. Quand moi j'ai commencé, il n'y avait pas de plastron, il n'y avait pas de protège tibia, c'était vraiment, on partait vraiment à la guerre, quoi. Nous, on essaie de créer vraiment quelque chose que la personne vienne dans la salle et reparte content avec le sourire et non pas cassé avec une dent en moins ou un nez cassé, quoi. C'est vraiment la philosophie qu'on essaie d'instaurer dans notre club. C'est le rôle de l'entraîneur et du président d'estimer qui peut faire la compétition, mais on a de la demande, c'est-à-dire qu'on a des jeunes qui veulent faire de la compétition. Avec une particularité, c'est qu'il y a 2 catégories de compétition, c'est que jusqu'à 18 ans on est en assaut, c'est-à-dire qu'on est protégé intégralement, casque, plastron, protège tibia, il n'y a aucun risque de blessure, aucun risque de KO, et c'est à la touche, donc c'est vraiment éducatif, pédagogique. Et ensuite, à partir de 18 ans, il y a le combat qui est un peu plus évolué, où là, effectivement, les coups sont un petit peu plus forts, où il y a quand même un casque et un plastron qui permet de protéger les boxeurs des mauvais coups, des fractures s'il pouvait y en avoir, ou des KO. Et nous, on a des compétiteurs dans les 2 catégories. On parlait des coups sur la tête, alors à force de prendre des coups sur la tête, vous faites un trick mystique et vous devenez moine bouddhiste, c'est ça? En Asie, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut prendre les vœux monastiques pendant une certaine période d'un temps, ça peut être 1 mois, ça peut être 6 mois. Donc on appelle ça des moines novices. On n'a que ça, la robe du moine, une brosse à dents, dentifrice, une savonnette et un bol pour aller manger. Et on vit la méditation et tout le quotidien d'un moine. Donc c'est pour ça que ça nous apprend vraiment à voir qu'avec rien, on peut être très heureux, quoi. Donc du coup, je pratique le bouddhisme depuis 4 ans. J'ai été moine novice à plusieurs périodes, en Thaïlande, en Cambodge et en Birmanie. Le bouddhisme, l'avantage, c'est que c'est pas vraiment une religion, c'est plus un art de vivre. Donc en ayant vécu plusieurs périodes de ma vie dans les monastères, donc il y a des moments où c'est un peu dur, mais il y a des moments où c'est très très riche, justement, il y a des valeurs qu'il n'y a pas ailleurs, quoi. Alors on y arrive petit à petit, et des fois on est des êtres humains, hein, on explose aussi, on a des excès, mais après bon, l'avantage de pratiquer, c'est qu'on en prend vite conscience, donc on peut vite retomber sur terre, quoi. Voilà. Un engagement mystique qui résume finalement assez bien la singularité d'un homme à la fois complexe et d'une grande simplicité, car avouez que devenir moine, quand on s'appelle païen, n'est pas le moindre des paradoxes. T'as fait un beau, c'est très bien ce que t'as fait là. T'es dedans là. Maintenant il faut plus que tu lâches maintenant. Il faut que tu te calmes. Calme-toi. Là il faut que tu accélères, faut pas que tu le lâches. Face à l'adversaire. Il faut que tu lâches, il faut que tu accélères, il faut que tu accélères. Accélère, accélère, accélère.